une fraction de l'espace et de déterminer ainsi le rythme de l'œuvre. Sur cette ossature, des éléments plans, réfléchissants ou transparents créent un autre rythme qui révèle toutes les possibilités énergétiques et dynamiques de l'espace capté. Après le spatiodynamisme, le luminodynamisme avec Lux. Ceci est un Lux 10, c'est le 10e dans la série des Lux. Et là, comme vous pouvez voir, la sculpture présente des plaques ajourées de façon très différente qui donnent par elles-mêmes des impressions de lumière différentes, plus ou moins grisées. Et la sculpture est en même temps éclairée soit par la lumière du jour, soit par des projecteurs colorés comme aujourd'hui avec des projecteurs orange et bleu. Quand vous voyez dans vos yeux un éclat lumineux, c'est que depuis la plaque où cette lumière s'est projetée, une rétroprojection a traversé tout l'espace pour venir frapper votre rétine. Donc, tout l'espace environnant est en ce moment même dynamisé par la sculpture et par la lumière. Ceci est le spatio-luminodynamisme. Ce luxe est en cuivre, en laiton, et a été fait par les mains de mon mari avant qu'il ne commence à travailler l'inox polymiroir. Il cherchait des matériaux qui réfléchissent bien la lumière et qui apportent une touche de couleur. Et il aurait voulu évidemment que ce matériau traverse le temps. Mais le cuivre, le laiton, malgré une protection de vernis, s'oxyde. Et ce matériau ne pouvait donc pas convenir à ce qu'il cherchait. Néanmoins, c'est une très belle période de sa créativité, cette période des luxes en laiton et en cuivre. La troisième période est celle du spatio-lumino-chronodynamisme. Évidemment, j'emploie des termes qui peuvent paraître barbares, mais chaque fois que Nicolas Schoeffer a rencontré une nouvelle idée, il a été obligé de trouver un nouveau mot. Chaque fois qu'il a créé une sculpture qui représentait cette idée, il était bien obligé de lui donner un nouveau nom. Dans le spatio-lumino-chronodynamisme, la sculpture spatio-luminodynamique doit avoir une troisième fonction, celle de la dynamisation du temps. Pour obtenir une sculpture programmée dans le temps, et non pas seulement dans l'espace, il faut que cette sculpture comporte des variables. C'est-à-dire qu'on puisse greffer dessus des éléments qui vont varier dans le temps. La partie la plus importante de la sculpture est donc la sculpture du temps. Et la sculpture du temps se trouve dans la boîte qui se trouve à son pied, où au lieu d'un seul programme temporel, on voit deux programmes. Pourquoi deux programmes? Parce que s'il n'y avait eu qu'un programme, une fois ce programme terminé, ça aurait recommencé exactement comme le précédent programme et on aurait eu une répétition. Or, Nicolas Schoeffer ne voulait pas de répétition. Pour lui, chaque acte de la vie humaine, que ce soit marcher, mettre un pied devant l'autre ou monter un escalier, qui représente vraiment le type même de la répétition dans le temps, chaque fois, il n'y a pas vraiment répétition. Il y a un petit détail qui change et c'est ce détail qui fait toute la vie. Alors, pour ne pas avoir une répétition de programme, il a eu l'idée de mettre deux programmes
ensemble et ces deux programmes se combinent de manière à donner ce qu'on appelle un programme aléatoire, c'est-à-dire un programme sans répétition, sans redondance, aucune redondance d'effet. En 1966, Nicolas Schoeffer imagine les micro-temps. La conception de ces sculptures est fondée sur une observation scientifique. 30 millièmes de seconde séparent le moment où une image frappe notre œil de celui où cette image est consciemment perçue. Pendant ce micro-temps, le cerveau opère un choix entre toutes les informations visuelles disponibles, ce qui a pour effet d'activer un grand nombre de neurones. L'émission continue, de grandes quantités d'informations visuelles ayant des qualités esthétiques, agit donc sur notre cerveau comme un véritable massage revitalisant. La première fois que j'ai vu une sculpture de Nicolas Schoeffer, j'ai eu un véritable choc artistique. C'était sur le toit de la cité de Le Corbusier à Marseille, et il y avait un ballet, c'est-à-dire qu'il y avait un pas de deux de Béjart, avec deux danseurs et une sculpture qui, elle aussi, dansait, qui se déplaçait. C'était 6x1. Et cela, ça a été pour moi quelque chose qui a été un véritable choc, et j'ai voulu connaître Schoeffer à cette occasion-là. Je pense que c'est un des très très grands sculpteurs de l'époque, et peut-être plus que de l'époque. Il a été le premier à mettre dans sa sculpture un élément cybernétique. Et je crois que cela, ça compte considérablement dans l'histoire de l'art. Et je crois que cette liberté de la cybernétique est en fait une espèce de manière d'intégrer la vie à la matière, ou si vous le voulez, la liberté dans la vie, ou la liberté dans la vie entière. Je trouve que cela, c'est fondamental dans son art. Et une des choses qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est un jour où j'entre dans son atelier et je vois la sculpture que vous avez ici, que j'ai ici à mes côtés, et qui est Chronos 13. Et je la regarde, très fasciné. Je la regarde tourner, travailler, etc., etc. Et je dis à Nicolas, je lui dis, vous savez, c'est tout à fait étonnant. Ça me rappelle la victoire de Samothrace. Je pensais que j'allais dire une chose qui allait peut-être un peu l'exciter ou peut-être être contraire à ce qu'il pensait, parce que nous avions, à vrai dire, l'habitude de ne pas être d'accord sur tous les points. Et chose tout à fait étonnante, il me dit, écoutez, vous ne m'étonnez pas, parce que lorsque je suis arrivé à Paris, je crois que c'était en 1937, chaque fois que je passais devant le Louvre, et c'était très fréquent, la chose que j'allais voir au Louvre, c'est la victoire de Samothrace. Et je dirais volontiers qu'il y a dans l'une et l'autre œuvre, en ce qui concerne la victoire de Samothrace, c'est évident, un côté hellénistique. Et je pense qu'il y a dans certaines pièces de Nicolas Schoeffer, et en particulier dans Chronos 13, c'est une œuvre hellénistique. Alors, ça ne veut pas dire du tout que ce soit une œuvre décadente. Ça veut dire que c'est une œuvre qui vient après l'archaïsme, qui vient après le classicisme, et qui amène le classicisme à un formidable développement de liberté. Car pour ma part, je m'élèverais contre une explication trop géométrique, trop euclidienne de Schoeffer. Je crois que ce n'est pas du tout cela. Ceux qui pensent que Schoeffer est lié à l'âge de la mécanique se trompent complètement. Je pense qu'il a cette immense qualité qui consiste à dépasser je dirais volontiers, le niveau matériel. Parce qu'en fait, il ne faut jamais regarder une sculpture de Nicolas Schoeffer selon ses chromes, mais, si vous le voulez, c'est le mouvement et la forme et la lumière qui vous ouvrent à quelque chose. Et je crois que ce quelque chose est quelque chose de spirituel. Je pense que c'est une œuvre qui ouvre la conscience. Ce n'est pas une œuvre formelle. C'est une œuvre qui vous ouvre à vous-même, qui vous ouvre à la vie, qui vous ouvre au cosmos, qui vous ouvre à l'époque dans laquelle nous vivons et dans laquelle nous vivrons. Et je pense que c'est la raison pour laquelle cette œuvre a aujourd'hui une telle importance. Ce qui est très frappant, c'est qu'il n'y a pas de répétition dans cette œuvre, puisque vous le savez, par exemple, Chronos, qui est en train
se déployer à côté de moi, a une mémoire cybernétique, et de telle sorte qu'en fait, nous n'avons pas de chance de revoir le même mouvement sur une très très longue durée, qui dépasse la durée humaine. Et je pense que le grand danger, et beaucoup de sculpteurs l'ont fait au XXe siècle, on abandonne le marbre pour l'aluminium ou pour l'acier ou pour un quelconque métal, c'est qu'on se croit moderne parce qu'on change de matériaux. Mais c'est une chose qui n'est pas suffisante. Parce que si vous restez prisonnier de ce matériau, comme si vous restez d'ailleurs prisonnier du marbre ou de la glaise, vous ne créez pas une œuvre importante. Si vous faites joujou avec les moteurs, avec les miroirs, vous ne créez pas une œuvre importante. Et ce qui distingue, bien entendu, Nicolas Schoeffer des autres, c'est qu'il ne faisait pas joujou. Et il ne faisait pas joujou parce que c'était un homme génial. Je crois qu'on ne le répétera pas suffisamment, pas suffisamment, c'est que Nicolas Schoeffer est un génie. La première tour-lumière cybernétique fut réalisée par Schoeffer à Liège en 1961. Haute de 56 mètres, elle était complétée par l'animation luminodynamique de la façade du Palais des Congrès. En 1982, c'est sur l'une des grandes places de Kalocsa, sa ville natale, qu'il érige une seconde tour de 24 mètres. Celle-ci s'anime à partir des bruits de la ville, captés par les micros dissimulés dans son environnement. Mais le projet le plus extraordinaire est incontestablement celui de la tour-lumière cybernétique de Paris La Défense. Dirigée par un cerveau lui permettant de réagir en permanence aux informations provenant aussi bien de son environnement immédiat que des centres vitaux de la ville de Paris, cette tour de 324 mètres, animée par des centaines de miroirs tournants et de projecteurs colorés, serait devenue le miroir esthétique de la vie de la cité. La tour-lumière cybernétique de Paris aurait pu être le témoignage artistique de l'avancée technologique de notre époque, le cadeau du XXe siècle au troisième millénaire. Nicolas Schoeffer conçut de très nombreux projets de tours, de soleils et autres sculptures monumentales. Mais loin d'être de simples objets décoratifs, ses œuvres devaient s'intégrer à une conception visionnaire de l'architecture et de l'urbanisme, témoignant d'une nouvelle éthique sociale. Il imagina une ville idéale, évolutive et conforme aux besoins réels de ses habitants. En inventant la ville cybernétique, il voulait mettre la ville dans l'art et pas simplement un peu d'art dans la ville. Symbole à la fois de la précieuse énergie qui nous fait vivre et du génie d'une ville, ce soleil monumental dans l'axe triomphal de Paris devait laisser passer en son centre le vrai soleil de la Saint-Jean à l'équinoxe de printemps. Pour Schoeffer, chaque ville chargée d'histoire devait avoir son soleil. Le soleil de Budapest devait surmonter l'entrée du tunnel à l'extrémité du Lánchíd. Schoeffer intègre les sculptures solaires à de nombreux projets. Péages d'autoroute, tours et sculptures à frapper. Munies de plaques de métal résonnant sous les coups, ces sculptures sont destinées à transformer la violence en beauté. Elles répondent positivement au vandalisme. Si les passants veulent frapper, qu'ils frappent. Les sonorités des plaques métalliques deviendront jeux de lumière et les frappeurs des musiciens. Les fontaines hydrothermo-Chronos, nées dans les années 1983-1984, mettent en jeu tout ensemble l'eau, le laser et le feu à partir d'un processus cybernétique. Fumée, eau, flammes, vapeur, faisceaux lumineux qui alternent ou naissent des rencontres, jouent isolément ou en groupe. Les effets visuels et audiovisuels se combinent à ceux du vent, de la lumière, du soleil, de l'ombre et de la nuit. Grâce à Schoeffer, l'art des fontaines renoue avec l'esprit de la Renaissance et retrouve sa véritable vocation, tout à la fois magique et terrifiant, avec ce que peuvent lui ajouter d'entièrement neuf
les moyens de notre temps. Plus que tout autre, en une époque où la plupart des artistes célèbres se complaisent dans l'autodérision ou l'autoflagellation, Schoeffer exprime, avec la plus grande ténacité, une irréductible foi en l'homme. Cet humanisme militant, animé par la certitude que l'art peut aider l'homme à se construire et à s'élever, le conduit à produire des œuvres interactives telles que le Musiscope. Il proclame « Le rôle de l'artiste n'est plus de créer une œuvre, mais de créer la création ». Nicolas Schoeffer adorerait voir les enfants se saisir de sa petite boîte noire et, sans explication, en découvrir tout seul les réserves d'effets magiques, appliqués et absorbés